Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous avons la chance cette fois de vous recevoir dans un lieu qui est emblématique de la vie universitaire ici à l'Université catholique de Lyon, la bibliothèque universitaire Henri de Lubac. On devrait dire plutôt les bibliothèques parce qu'il y en a sur chacun de nos campus et bientôt une troisième bibliothèque sur le campus d'Annecy. Nous allons être ensemble pendant environ 1 heure. Je vous remercie de liker, partager cette vidéo avec vos proches. Nous sommes très à cheval en général sur les gestes barrières, mais cette fois on a demandé à chacun de retirer son masque pour plus de commodité. Honneur aux dames, merci à Victorine Mayel d'être avec nous aujourd'hui. Victorine, tu es étudiante en 2e année de double diplôme, licence de droit et Bachelor of Civil Law. En plus, tu fais un DU en Common Law. C'est pas un double diplôme, c'est presque un triple, non? Alors, c'est ça. Je vais avoir au total 4 diplômes à la fin, 3 plus 1, on va dire. La licence de droit, la licence Bachelor of Civil Law, le DU Common Law et un certificat de droit français. Mais finalement, les uns s'incorporent avec les autres. Marie, bonjour. Marie Buis-Le-Turc, tu es vice-rectrice chargée de la formation et de la vie académique. Marie, tu es docteur en droit. Tu as notamment été directrice de l'ESCAES, qui est une des 5 écoles professionnalisantes de l'UCLI, avant d'occuper ce poste que tu tiens aujourd'hui. Est-ce justement un avantage d'avoir dirigé une école pour occuper aujourd'hui ce poste de vice-rectrice? En fait, en tant que vice-rectrice formation vie académique, mon métier, c'est d'aider chaque école, chaque institut, chaque faculté de l'Université catholique de Lyon à accomplir sa mission qui est de former les étudiants. Et donc, avoir été sans cesse sur le terrain en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que pilote de formation, eh bien, c'est une aide indispensable, d'autant que dans l'école que j'ai pu piloter, eh bien, on était très tourné vers l'alternance et donc ça permet pleinement d'être ancré dans le monde universitaire et dans le monde entreprise. Un étudiant de plus ici, Théophile, bonjour. Nous avons la chance donc d'avoir Théophile Perrault, qui est étudiant en 3e année de l'ESTBB. L'ESTBB, c'est l'école de biotechnologie de l'UCLI. C'est une école qui va bientôt fêter ses 70 ans. Tu es là double titre en tant qu'étudiant et aussi président de la Fédé Catho. Qu'est-ce que c'est que la Fédé Catho? Bonjour. Alors la Fédé Catho, c'est la Fédération des étudiants de l'Université catholique. On l'appelle également un peu le BDE des BDE et on est là justement pour organiser la vie associative avec l'administration et pour veiller au bon fonctionnement de toutes les associations au sein de l'UCLI. Tu es président, est-ce qu'il faut que je t'appelle monsieur le président? Non, Théophile ira très bien, ça me va également. Je suis surtout là pour veiller à la vie, pour l'engagement au sein de la vie étudiante à l'UCLI. Merci à toi. Le dernier invité aussi, c'est Marc. Marc, donc, tu es vice-recteur chargé du développement académique, de la vie étudiante, de la formation humaine et de la culture. Tu es également docteur en droit. On a beaucoup de docteurs en droit ce soir. Beaucoup de juristes. Marc, tu connais très bien notre université. Tu es également connu des étudiants. Nous avons tendance à employer un vocabulaire qui semble évident au sein de l'université quand on parle de vie étudiante. Mais qu'est-ce que ça recoupe en réalité? Alors, quand on parle de vie étudiante, on part du principe que nos étudiants, la vie de nos étudiants ne se limite pas à la participation à des cours, à des TD, à des séminaires. Et nous essayons d'accompagner nos étudiants, de leur proposer des services qui les aident notamment pour trouver un logement sur la place de Lyon. C'est un service du logement qui, je crois, est efficace, qui les accompagne pour toutes leurs questions de santé. L'entrée dans le monde adulte est accompagnée d'un certain nombre de questions. Soutien psychologique aussi, et dans cette période, c'est particulièrement important. Nous avons une mission culture, une mission vie associative. Nous travaillons avec la fédération de nos étudiants en très étroite collaboration. Voilà, donc tous ces éléments concourent on l'espère, au confort de nos étudiants pendant ces quelques années qu'ils passent à l'UCLI. Tu as évoqué un sujet, mais on va rentrer dans un sujet qui est dans la tête de tout le monde à cette époque de l'année. Alors, ce n'est pas la pandémie, c'est Parcoursup, justement. Donc, on va bientôt rentrer dans la 2e phase de Parcoursup, plus que quelques jours. Vous avez en général jusqu'au 11 mars pour finaliser vos vœux sur le portail et jusqu'au 8 avril pour confirmer vos vœux et envoyer votre dossier. Ma première question va s'adresser justement à Marie. Est-ce que, selon toi, il y a une stratégie gagnante pour obtenir la formation de son choix sur ce portail? En fait, la stratégie gagnante, elle repose sur 3 piliers.
le premier pilier, c'est vraiment de ne pas s'auto-censurer. C'est très important, ne pas penser pour l'autre en se disant « je ne vais pas être reçu, donc je n'y vais pas », c'est tout l'inverse. Il faut oser, il faut y aller. Deuxième règle, c'est la diversité. Il faut aller jusqu'au bout des vœux qu'il est possible de mettre pour être en pleine capacité de faire des choix une fois ces vœux inscrits. Et troisième pilier fondamental, c'est aussi d'avoir une diversité dans la sélectivité, le niveau de sélectivité des formations. Donc, en conclusion, c'est ne pas pécher par excès de confiance ou par excès de complexe d'infériorité. Et en ce qui concerne plus particulièrement les formations au sein de l'Université catholique de Lyon, le travail de tout bon candidat, c'est vraiment pleinement d'afficher sa motivation et donc de soigner sa lettre de motivation pour bien clairement évoquer son projet professionnel et montrer aux personnes qui recrutent combien elles ont raison de faire confiance en cette relation qui va s'établir entre l'étudiant et l'école. Quels sont les critères de sélection justement de l'UCLI? Alors, j'imagine que tu ne peux pas répondre pour 130 formations, mais est-ce qu'il y a une sélection? Comment ça se passe? Est-ce que c'est tabou de parler de sélection justement? Ça n'a rien de tabou dès lors qu'on parle de diversité des critères de sélection. Le premier élément, c'est que quoi qu'il arrive, aucun parcours, aucun choix n'est susceptible de faire barrière, obstacle à un projet professionnel et un projet de formation. Donc, dans ce cadre-là, on peut se dire qu'il faut effectivement présenter le maximum de cordes positives dans son dossier. Et donc en termes bien entendu de résultats académiques, mais également en termes d'investissement citoyen, en termes de stages, de petits boulots, de tout ce qui montre le fait qu'on a des étoiles plein la tête, mais on a les pieds bien sur le terrain avec l'envie justement de progresser et d'être dans un projet qui tient la route. Donc tu nous confirmes que tous les dossiers sont lus, ce n'est pas un algorithme derrière qui au hasard… Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Les équipes prennent un temps considérable pour étudier chacune des candidatures, pour l'étudier et en parler ensemble, pour recevoir les candidats. C'est un investissement nécessaire, mais sur lequel les candidats peuvent compter. On est tous mobilisés au moment de la période de recrutement. Chaque école est extrêmement attentive à tout dossier reçu. D'où l'importance, entre autres, de la lettre de motivation, comme tu as pu le dire. Justement, avant ça, il y a aussi des options qui peuvent être privilégiées par les lycéens en première et en terminale. Est-ce qu'il y a des options à privilégier à tout prix? Alors, il n'y a pas d'option à privilégier à tout prix parce que ça pourrait être compris comme étant certaines options peuvent faire barrage à un projet de formation. Ça n'est pas le cas du tout. Ensuite, il y a un élément qui peut vraiment aider les étudiants, les élèves qui sont actuellement au lycée. Il y a un site très bien fait qui est le site de l'ONICEP et en particulier Horizon 21. Et ce site permet de faire des simulations dans le choix des spécialités, puisque maintenant on a un tronc commun et 3 spécialités à choisir en première et 2 spécialités parmi ces 3 à choisir en terminale. Quand on fait ces simulations, on voit qu'effectivement, il y a des associations porteuses. Par exemple, quelqu'un qui choisirait les mathématiques, la physique-chimie et la science de la vie et de la Terre, eh bien, pourrait avoir un bon socle pour porter un parcours de formation en sciences de la vie et de la Terre, en sciences du vivant. Maintenant, un autre parcours qui pourrait être basé sur l'histoire, la science politique et l'économie, eh bien, serait particulièrement porteur, par exemple, pour des parcours en droit. Et sciences, économie et mathématiques, ça pourrait être très porteur pour un parcours managérial. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est vraiment de se dire le tronc commun est là, on a les spécialités et puis on a les enseignements facultatifs qui peuvent compléter. Et donc, quoi qu'il arrive, le parcours peut s'affiner et rien ne fait barrage. Donc, il y a des parcours porteurs, mais il n'y a pas de parcours limitant. Moi, en tant que parent, je viens d'une génération où avant, les maths, c'était le sésame pour tout. Et j'ai lu récemment dans un magazine justement que
cette option maths, elle était abandonnée par pas mal d'élèves en terminale. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents et aux étudiants surtout, enfin aux futurs étudiants? En fait, quelque chose est dangereux si on pense qu'on ne peut pas le récupérer et si on pense que ça va être un obstacle rédhibitoire. Puisque ça n'est pas le cas, le mot dangereux, je ne l'utiliserai pas. Maintenant, dommage ou très dommage, eh ben, j'en ferai bien mon vocabulaire parce que les mathématiques, c'est vraiment une discipline structurante de l'esprit, de la réflexion. Par exemple, moi, j'ai eu un parcours très atypique puisque j'ai fait un bac scientifique, mathématiques, sciences physiques, et qu'ensuite j'ai eu un parcours de droit. Eh bien, ce que j'ai pu dire à mes étudiants en droit, en deuxième année, quand je leur enseignais le droit civil, c'était que le droit, c'était parfois des maths avec des mots. Et que de ce fait, eh bien, les maths pouvaient conduire, de la même manière que ne pas faire de maths ne fait pas obstacle, les maths peuvent conduire à des parcours très diversifiés. Et c'est dommage de le négliger. Mais ce n'est pas une obligation, encore une fois. Mais ça n'est pas une obligation. D'accord. Marie, justement, l'offre de formation à l'UCLI, elle est extrêmement large. J'invite les internautes à aller regarder un petit peu sur le site, parce qu'il y a 130 formations. On ne peut pas tous les décrire. Mais quelles sont les formations qui sont proposées ici, dans leur globalité, sachant qu'on va de la licence jusqu'au doctorat? Tu peux nous en parler un peu? Alors, ce qui est la belle force de notre université, c'est sa diversité dans les parcours de formation proposés. On a des parcours de formation qui vont des sciences dures tournées vers le monde du vivant, au management, à la psychologie, à la théologie, au droit, aux langues, aux lettres, et vraiment c'est pleinement diversifié. Ce qui compte également, c'est que la proposition du type de formation est elle-même très diverse. On a des licences générales, on a des études professionnalisantes qui mènent à des titres à finalité professionnelle inscrites au répertoire national de certification professionnelle. On a des approfondissements qui sont possibles par le biais de diplômes universitaires ou de certificats d'établissement. Donc on a une grande diversité et des disciplines et des typologies de diplomation. Maintenant, ce qui est très important, et je sais que c'est une préoccupation tout à fait naturelle des candidats aux études, c'est vraiment de se dire, mais si je fais mon parcours à l'Université catholique de Lyon, qu'en est-il de la reconnaissance par l'État? Est-ce que je vais pouvoir... Tu me les souffles. Voilà, on pense quand même tous aux mêmes choses, et donc on se dit, mais au final, est-ce que je suis susceptible d'avoir fait un mauvais choix qui m'empêcherait ensuite de rebondir, etc. En fait, l'essentiel, c'est de se dire que les formations qui sont présentes au sein de l'Université catholique de Lyon sont des formations en partenariat avec l'université publique, et donc par cette voie des diplômes d'État, licence, master, doctorat, et également bénéficient d'une reconnaissance par le biais du ministère du Travail quand il s'agit d'un titre à finalité professionnelle. Donc la reconnaissance est pleine et entière, et ensuite des étudiants qui viennent de l'UCLI peuvent faire des poursuites d'études dans le milieu universitaire public sans aucune difficulté, et nous accueillons les étudiants qui viennent de l'université publique de la même manière dans nos poursuites d'études. Donc c'est un échange tout à fait naturel en tant qu'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général avec l'université publique. Donc ça marche dans les deux sens, ce sont des diplômes reconnus. Est-ce qu'on a une idée du taux de réussite de nos étudiants dans ces différentes formations? Est-ce qu'il est supérieur à ce qu'on peut constater dans d'autres universités par ailleurs? Alors, il est supérieur à ce qu'on peut constater à l'université de manière générale, mais on pourrait très bien détourner cet argument en disant mais il est supérieur parce que justement la sélection est très ambitieuse au départ et du coup tout va bien aussi à l'arrivée. Ce qui serait vraiment une vue courte, puisqu'en fait, d'une part, on est très content d'accueillir les étudiants qui sont portés et animés par un parcours pédagogique sans faute au départ, mais c'est très très rare. Et on a l'orgueil de se dire que ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. Et le fait de pouvoir recevoir tout le monde et d'accompagner chacun vers son parcours professionnel choisi. Et donc, il n'y a rien de mieux que de se dire, mais cet étudiant, il avait rencontré telle ou telle embûche au départ, ça n'était pas gagné, mais on s'est tous mobilisés et on y est arrivé. Donc, ce qui fait qu'on a des taux de diplômés qui sont
pour citer des éléments pratiques, qui sont effectivement entre 95 et 100% à la diplomation. Donc par exemple, pour la licence de psychologie, eh bien, en L3, ils sont à 97% de réussite. Donc tant mieux, on est heureux, mais on pense que c'est aussi grâce à notre expertise. Marc, une première question. On est ici sur le campus Saint-Paul. Il y a 2 campus à Lyon, un 3e à Annecy. On aura l'occasion d'aller le voir tout à l'heure. L'UCLI, fondé en 1975, c'est quand même toute une galaxie. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu, la galaxie UCLI? Alors effectivement, l'UCLI a été fondée en 1875 par la création de la faculté de droit. Donc c'est une maison assez ancienne aujourd'hui, vénérable, sur la place de Lyon, et qui cependant est, je pense, une maison très moderne. Je crois que les locaux dans lesquels nous sommes, et aussi bien à Carnot, puisque notre campus de Carnot a été inauguré en 2005, qu'ici à Saint-Paul, dont le campus a été inauguré en 2015, montre cette modernité, ce désir d'offrir à nos étudiants un cadre d'études confortable et très efficace, très équipé. Nous avons les matériels les plus performants, les plus récents au service de nos pédagogies. Notre maison aujourd'hui est une petite maison. Nous avons 8 000 étudiants à peu près, 12 000 étudiants en comptant les auditeurs. Et nous tenons à rester une petite maison. C'est-à-dire comme nos pédagogies sont fondées sur la proximité avec les étudiants, sur les petits effectifs, sur le suivi particulier de chaque étudiant, nous ne pouvons faire cela que parce que nos effectifs sont réduits. Nous avons aujourd'hui 6 pôles facultaires dans notre maison. Cela va de la théologie au management, en passant par les lettres et langues, par le droit, par les sciences juridiques, sociales et politiques, la philosophie et les sciences humaines, les sciences. Voilà, je crois que voilà. Donc 6 pôles, et nous avons 5 écoles professionnelles aussi dans notre maison. Nous sommes, comme cela a été dit par Marie tout à l'heure, rapidement, un ESPIG, un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, et je crois que c'est une qualité à laquelle nous tenons beaucoup. L'État reconnaît notre contribution à l'enseignement supérieur en complémentarité et en bonne intelligence avec l'enseignement supérieur public. Si on se met un peu sur le terrain des valeurs, quelles sont les valeurs de l'UCLI? Qu'est-ce qui va nous distinguer à ce niveau-là? Je crois que nos valeurs sont assez liées aux origines de notre maison. Nous sommes pétris des valeurs du catholicisme social lyonnais. C'est un catholicisme particulièrement attentif aux différentes situations sociales, accueillant, bienveillant, ouvert sur le monde. Nous tenons particulièrement à porter sur nos étudiants un regard exigeant et bienveillant. Je dirais exigeant parce qu'il nous faut tenir un discours de vérité. On n'a rien sans rien, il va falloir travailler, il faut travailler dur, et il faut que l'on informe le plus tôt possible nos étudiants de l'ensemble des perspectives qui sont les leurs. Et notre mission orientation est là pour les accompagner aussi, pour ceux qui se posent des questions encore d'orientation. L'orientation ne s'arrête pas avec le baccalauréat, elle se poursuit tout au long des études. Et bienveillant, parce qu'effectivement, nous essayons de porter une attention à chacun de nos étudiants, et nous pensons que cette bienveillance et cette confiance sont des moteurs importants pour la réussite des étudiants. Je vais me tourner cette fois vers une étudiante, Victorine. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton cadre d'études? Est-ce que tu apprécies d'être ici? Oui, j'apprécie particulièrement d'être ici, effectivement, parce qu'on a cette proximité dont parlait M. Olivier avec les professeurs et même avec l'administration, ce qui est assez rare pour une faculté. Tous nos professeurs nous connaissent nos noms, nous appellent par nos noms. Et ça, c'est déjà une grande richesse parce qu'ils connaissent également nos parcours. Ils peuvent nous accompagner d'une meilleure manière comme ça. Et puis on a un beau cadre, un beau campus aussi. Théophile, la même question. Pourquoi avoir choisi l'UCLI et puis comment ça se passe un peu pour toi ici? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Victorine. Je trouve qu'il y a un très bon suivi déjà au niveau avec les enseignants. Ils nous connaissent et puis surtout dans cette situation un peu différente où ils sont là pour prendre des nouvelles. Et on a un bon suivi avec ces enseignants, une bonne proximité. Et le cadre est vraiment très agréable. On a souvent également des événements culturels au sein du campus. Et c'est agréable de pouvoir s'enrichir culturellement. On avait l'exposition Léonard de Vinci l'année dernière. Cette année, on a le peintre Raphaël.
Et je pense que c'est intéressant aussi de voir autre chose que nos cours. Et cette richesse à la fois pédagogique et culturelle est vraiment intéressante et un plus à l'UCLI. Merci Théophile. On va continuer de parler d'accompagnement, de pédagogie, de cadre de vie, mais juste avant cela, on va voir d'autres étudiants que vous. On est allé faire un petit micro-trottoir, pas plus tard que lundi, ici, à l'entrée du campus. Il y a eu beaucoup de reportages à la télévision nationale, mais on a voulu aussi prendre le pouls de nos propres étudiants. C'est ce que je vous propose de regarder. On fait une petite pause de 3 minutes en vidéo. Allons-y. Alors, tu es plutôt team distanciel ou plutôt team présentiel? Présentiel, c'est quand même, je pense, beaucoup mieux pour tout ce qui est interaction sociale, enfin même suivre les cours avec les profs en direct. Plutôt présentiel, pour les TD c'est bien. On a besoin de contact, même avec les professeurs, de voir des gens, et puis voir des gens sur les écrans, ça va 2 minutes, mais c'est vraiment une solution temporaire, il ne faut vraiment pas que ça se pérennise à long terme. Présentiel, fois 1000. C'est beaucoup mieux, au moins on se lève le matin, on a un truc à faire, on se prépare, enfin moi je suis team présentiel. Ça te fait quoi de pouvoir revenir sur le campus quand même? Bah, ça fait plaisir parce que en plus je suis quelqu'un qui aime bien parler avec les gens, etc. Donc ça fait plaisir d'avoir du contact. Que ça fait du bien d'être avec des amis en cours, de voir des profs, de pas être seul devant un écran. C'est cool pour l'aspect social, ça permet beaucoup de choses, notamment de revoir ses potes, puis de pouvoir aller à la bus de temps en temps, c'est pas mal. Ça me fait grave plaisir parce que du coup on revoit tous nos potes, logique, et puis au moins il y a la BU. Moi je sais que je peux pas travailler sans la BU. Il y a quand même un esprit de solidarité pendant la période difficile ou Ouais, franchement, ouais, on se demandait comment on allait, même si c'était les TD à distance, on s'aidait quand même, on s'envoyait un peu les cours, etc. Donc il y avait une entraide quand même. Beaucoup plus de solidarité, la conversation de groupe et tout, on l'utilisait tout le temps. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux, hein, parce que sinon c'est compliqué. Donc oui, je gardais des contacts avec toutes les personnes de mon TD. On avait un groupe de classe où on a pu se motiver. Il y avait certaines personnes parfois qui envoyaient des messages en disant allez, lâchez rien, on est tous ensemble, on vit la même chose. Que penses-tu du dispositif mis en place par l'UCLI pour la continuité des cours et le suivi des étudiants? Je trouve que c'est bien. Quand on compare avec les autres facs, on a quand même de la chance. En mode on avait encore cours. Moi j'ai pas eu de problème d'absence ou quoi avec les profs. Je trouve que c'est bien, du coup, une fois par semaine, c'est mieux que rien. Enfin, on sent quand même qu'il y a un suivi ils ont essayé vraiment de nous suivre au mieux et pour qu'on puisse rester avec des conditions les meilleures possibles. On a de la chance parce que toutes les facs n'ont pas repris le présentiel. Donc pouvoir au moins aller en TD à peu près chaque jour, c'est juste énorme déjà. Donc je suis satisfaite. Tu as un dernier mot à dire pour les étudiants, pour les soutenir dans cette période assez difficile? Bah lâchez pas, si vous vous sentez seul, surtout dites-le, il y a des gens qui nous entourent. Donc restez pas seul, c'est le point le plus important. Bah force et honneur, on va y arriver, voilà, on va tous valider. Je dirais courage, faut pas lâcher, faut être fort et ça passera de toute manière. Et ouais, ne pas abandonner, surtout c'est le principal. Ouais, on va dire courage, on est tous ensemble et puis on va y arriver, on va se relever, on va se soutenir et puis ça va le faire. Ça va le faire ensemble. Merci à Jocelyn pour ce micro-trottoir qui a été tourné sur nos campus de Saint-Paul et Carnot en début de semaine. Je vais me tourner de nouveau vers Marie parce qu'on a eu des remarques qui ont été faites par les étudiants et on sait que le distanciel il peut être un peu plus lourd, un peu plus chronophage d'un point de vue cognitif aussi. Est-ce qu'on a bataillé, nous, auprès des pouvoirs publics pour revenir en présentiel? En fait, on a plutôt optimisé, on s'est mobilisé pour optimiser sans cesse toutes les ouvertures permettant, issues des directives gouvernementales, permettant de réintroduire le présentiel. Donc toutes les opportunités, on s'est mobilisé pour les saisir et accueillir les étudiants le mieux possible et le plus vite possible. Et donc vraiment, on en profite tous là pour remercier la qualité des équipes pédagogiques et administratives qui sans cesse ont adapté leurs programmes, ont adapté les emplois du temps, etc. pour permettre l'accueil en présentiel dès lors qu'une semaine, une nouvelle directive était donnée, la semaine suivante, tout était en place pour accueillir selon les éléments les plus bénéfiques possibles. Donc c'est vraiment une belle équipe que nous avons. Et effectivement, dans ce sens-là, on a bataillé. On l'a vu un petit peu, enfin on l'a entendu à travers le témoignage des étudiants, ça nous amène aussi sur un terrain qui est important pour une université comme la nôtre, c'est la pédagogie. Justement, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Donc il y a des aspects qui ont été traités par les étudiants, mais avec tes mots.
Avec mes mots, en fait, les étudiants ont dit certainement, la phrase choc, c'est ne lâchez rien, soyons dans le lien, y compris quel que soit l'outil. Et donc, finalement, l'innovation actuelle, c'est de prendre pleine conscience de l'importance des liens humains et de ces relations humaines. Et de ce fait, ça se traduit par les voies pédagogiques et les innovations pédagogiques, par le renforcement de l'outil numérique, mais non pas pour se substituer à l'humain, mais pour permettre à l'humain de toujours mieux communiquer, même en cette période-ci. Et c'est également du fait des nouvelles conditions d'enseignement et d'évaluation, eh bien, c'est le renforcement de la pédagogie basée non plus sur l'unique transmission de connaissances, mais basée sur le renforcement et le développement des compétences. Et ça change tout au moment d'une évaluation, ça change tout au moment de l'élaboration d'un programme de formation. Le but, c'est de multiplier les séances, les interventions, les séminaires, les programmes, mais dans le but de renforcer les compétences et dans l'objectif du projet professionnel de l'étudiant. Marc, dans le micro-trottoir, on a entendu un étudiant qui disait « Ici, ça fait du bien, on n'est pas seul ». Est-ce que cette pandémie a créé de nouvelles attentes chez nos étudiants et comment est-ce qu'on a réussi à y répondre, justement? Alors oui, cette pandémie a créé de nouvelles attentes. D'abord, cette pandémie affecte nos étudiants, comme nous sommes tous affectés par les limitations de nos libertés, par les incertitudes dans lesquelles nous nous trouvons toujours. Nous avons essayé de comprendre la situation, précisément la situation de nos étudiants, pour pouvoir leur apporter l'accompagnement, la réponse, l'attention la plus précise possible et la plus adaptée à ce qui était quand même, il faut bien le dire, une situation tout à fait nouvelle. En mars dernier, il y a un peu moins d'un an, lorsque nous avons appris le confinement, eh bien, il a fallu réinventer nos métiers, tout en restant fidèles à ce que nous sommes. Et nous avons donc conduit 3 enquêtes auprès de nos étudiants pour essayer de comprendre leurs conditions d'enseignement à distance, de chez eux, jusqu'aux questions d'équipement, d'installation, de logement, mais aussi de leur morale. Et la dernière enquête, qui est encore en cours aujourd'hui, porte sur la solidarité. C'est-à-dire, êtes-vous bénéficiaire d'une solidarité et de quelle nature? Et vous-même, êtes-vous prêt à vous engager dans une action solidaire au profit d'autres étudiants ou au profit d'autres membres de notre société qui sont durement éprouvés par la situation présente? Et d'ailleurs, Théophile recrée, la Fédé recrée des maraudes. Nos étudiants vont à la rencontre de sans-abri notamment pour leur apporter des victuailles et des boissons chaudes. Ces enquêtes nous montrent que nos étudiants ont besoin nous montrent que les situations sont extraordinairement contrastées. Nous avons des étudiants qui vivent bien la situation et nous avons des étudiants qui la vivent très mal. Voilà. Simplement, ces étudiants ont pu se faire connaître à nous et nous pouvons leur apporter un soutien psychologique, financier, en matière de logement, en matière pédagogique. Voilà, nous essayons de nous adapter à chaque situation, mais il est probable que des situations nous soient encore imparfaitement connues. On va regarder un petit peu aussi les services qui sont dédiés aux étudiants, parce que c'est aussi dans ta fonction. Donc, si on pouvait avoir quelques images du campus, de façon à ce qu'on puisse un peu commenter aussi ces infrastructures. Nous avons une belle salle de sport au dernier étage de notre campus Saint-Paul, alors qui est aujourd'hui fermée évidemment du fait des circonstances présentes, mais nous recréons à partir de la semaine prochaine des cours de sport en extérieur. C'est une salle de restauration, la restauration du Crous, telle qu'elle existait naguère, puisqu'aujourd'hui, évidemment, nous appliquons un protocole sanitaire strict. Nous avons là des images du campus Carnot, le concert de l'Hostel Dieu, c'est-à-dire que nous accueillons, comme cela a été dit par Théophile, beaucoup de manifestations culturelles sur nos campus. Et nous avons là un mélange de musique baroque et de slam, notamment de rap, slam et beatbox. Ça a été une nouveauté de la rentrée dernière. Pour la partie restauration, j'ajoute qu'il y a aussi un espace restauration dans chacun des campus, bien évidemment. On va peut-être avancer un petit peu aussi et profiter des magies de la vidéo pour pouvoir
se déplacer sur notre troisième campus, un troisième campus qui est en cours de préparation en ce moment, enfin en cours de construction, c'est-à-dire que les étudiants sont rentrés déjà en septembre dernier dans des locaux qui sont provisoires et ils attendent septembre de l'année prochaine pour pouvoir entrer dans le troisième campus de l'UCLI, le campus UCLI Alpes Europe. Et je vous invite à regarder la vidéo d'Annecy, on revient dans 3 minutes à peu près. Pour moi, l'UCLI qui ouvrait cette année, c'était une grande opportunité. Je fais des études de droit parce que plus tard, j'ai l'objectif de devenir magistrate. Dès que j'ai vu qu'il y avait une formation en droit et qui palliait aussi du coup dans un double cursus aussi en management, j'ai direct foncé. C'est une chance vraiment que l'SDS se soit installé à Annecy parce que c'est une ville vraiment dynamique. J'ai été surprise qu'on ait des professionnels du droit qui viennent nous faire directement les cours. On utilise énormément tout ce qui est nouvelles technologies. On utilise tout ce qui est plateforme en ligne pour les travaux de groupe ou même pour des travaux plus sur le long terme. Là, ce sont des vrais professionnels qui nous parlent de leur métier avec passion. Et c'est ça qui change tout au niveau de l'apprentissage. Quand on va en cours, on a envie d'y aller. On a vraiment des profs qui sont passionnés et ça se sent dans leur apprentissage et dans le suivi. C'est un avantage considérable d'être dans un établissement à taille humaine dans la mesure où on n'est pas trop chamboulé dès qu'on arrive, c'est important pour une première année notamment. L'ambiance elle est excellente du coup dans notre promo, surtout qu'on est un petit groupe et du coup on est vraiment bien réunis. Pour moi, rester à Annecy, c'était essentiel vis-à-vis du cadre de vie. On a le lac, on a les montagnes pour skier l'hiver. Je suis une éternelle amoureuse d'Annecy. Je trouve que cette ville, elle a un souffle de vie différent. Le soleil, le lac, c'est vraiment une bonne ambiance. L'UCLI s'est installé à Annecy pour 3 raisons. On voulait proposer tout simplement une offre locale. Les décideurs, les collectivités étaient aussi en attente d'un projet pour développer l'offre d'enseignement supérieur. C'est aussi une opportunité économique. Ça apporte tout simplement une nouvelle offre de formation du supérieur. Par exemple, sur le campus d'Annecy, la faculté de droit et l'ESDES, la grande école de management, ont pu collaborer pour créer des programmes ensemble. Après, nous, on arrive évidemment avec des offres tout à fait singulières qui correspondent à l'identité de l'UCLI. C'est des valeurs fortes, ancrées dans l'humanisme chrétien, mais qui se déclinent dans nos programmes sur des programmes sur la solidarité, sur former des managers engagés. Deuxième chose, on apporte des programmes de qualité, de grande qualité, avec une forte dimension internationale, avec des accords à l'étranger, avec des étudiants qui partent, des diplômes qui sont reconnus par l'État, qui ont des accréditations. Et donc les étudiants bénéficient aussi d'un accompagnement au travers d'entretiens individuels, donc réguliers au fur et à mesure de l'année. Donc dans nos programmes, nous avons à la fois des enseignants-chercheurs et nous avons aussi des professionnels, notamment des avocats et des notaires. Sur le campus Alpes Europe, ce qui me plaît le plus, c'est le fait que le campus est jeune, nouveau, et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ce futur campus, ça sera un formidable outil de développement. On aura un amphithéâtre, on aura un rooftop, on aura des salles réservées pour les activités associatives, on aura tout un tas d'équipements qui permettront de les accueillir dans de bien meilleures conditions. Et il aura une capacité d'accueil jusqu'à 1000 étudiants quand il sera livré, dès la rentrée prochaine. Il sera là à notre service dès cet été pour la rentrée en 2021. On a tous hâte que ce nouveau campus soit inauguré en septembre de cette année. Donc aujourd'hui, il accueille nos étudiants de la faculté de droit et de l'ESTES, notre business school. Demain, peut-être aussi d'autres formations. Si je me fie aux tendances de Parcoursup, et j'ai l'impression que ça marche, tout ce qui est un peu hybridation des parcours, l'interdisciplinarité, c'est le cas donc à Annecy, où il y a des formations aussi qui sont de droit et management. Est-ce que ça, c'est une tendance lourde à l'UCLI? Est-ce que cette ce nouveau campus va ouvrir la voie à d'autres campus en fait? Un quatrième. Il y a deux aspects. Il y a d'une part les parcours dits hybrides que tu évoques, Franck, qui effectivement sont une belle marque de fabrique des parcours de formation au sein de l'Université catholique de Lyon, et qui peuvent s'exprimer d'ailleurs de deux manières, soit par des parcours qui sont double compétence, par exemple le parcours manager qualité sécurité environnement, manager QSE, c'est management et qualité sécurité environnement, donc au sein d'une même diplomation. Et puis il y a comme l'expérience de Victorine tout à l'heure qui évoquait le fait que justement elle avait été particulièrement séduite par cet aspect-là des parcours permettant d'avoir
plusieurs diplômes grâce à un même parcours de formation. Donc c'est à la fois une très belle opportunité et un beau gage d'agilité pour le parcours professionnel à venir. Mais ça n'est pas une obligation. Il y a également, bien entendu, des parcours de formation avec une diplomation plus traditionnelle, qu'il s'agisse de la licence de droit ou qu'il s'agisse de la licence de psychologie, par exemple. Tout est possible, mais c'est justement ce qui est important. Est-ce que ce campus, justement, en augure d'autres? Alors oui, justement, donc l'évocation du campus d'Annecy nous permettait de penser, d'évoquer ces parcours en hybridation avec des doubles diplomations, mais ça nous permet également d'évoquer et de revenir sur une valeur phare de l'Université catholique de Lyon, c'est la proximité aux étudiants, la proximité aux entreprises et la proximité au territoire. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a pu déployer une proposition de formation sur Annecy et que dès l'année prochaine, donc dès septembre 2021, eh bien, on va ouvrir une école de tourisme avec une 3e année de bachelor tourisme au Puy, donc en partenariat avec la CCI Haute-Loire. Et donc ce déploiement territorial est pleinement conforme aux valeurs de proximité de l'UCLI, y compris territoriales. On a vu que sur le campus d'Annecy, qui a un nom qui est très axé sur l'international, les formations sont très axées sur l'international. Bon, ce n'est pas le cas uniquement de nos formations sur Annecy. Beaucoup offrent ces possibilités sur Lyon. Justement, si on parle un petit peu d'international, est-ce que les séjours à l'international, est-ce que c'est obligatoire chez nous? Comment ça se passe un peu? Alors, je pense qu'au travers de notre échange, là, ce sur quoi j'insiste vraiment, c'est la liberté. Ce qui compte, c'est de trouver ce que l'on souhaite et l'axe que l'on souhaite donner à son parcours universitaire. Alors, ce qui est important, c'est que l'international n'est pas une obligation, mais que l'international est pleinement inscrit dans la proposition de formation de l'Université catholique de Lyon. Parce qu'on a 300 partenaires environ, partenaires internationaux. On a 61 pays avec lesquels justement ces partenaires nous permettent d'être pleinement connectés. Et les parcours internationaux s'inscrivent non seulement au travers de séjours au sein d'universités, mais également au travers de stages à l'étranger. Par exemple, à l'ESDES, le parcours de Bachelor in Business, et bien sur la 2e année, il y a 10 à 12 semaines du parcours de formation qui inscrivent cette fois obligatoirement un séjour à l'étranger dans une université partenaire. Et à l'ESTRI, l'école donc spécialisée en langue et traduction de l'Université catholique de Lyon, eh bien on a un stage technique de 3e année dans la licence LEA qui implique 4 à 6 mois de stage à l'étranger. Et donc, on a bien cette proposition qui parfois est une obligation en fonction du parcours de formation choisi. Et donc, ce qui compte, c'est d'orienter son choix en fonction. Alors, dans les écoles, tu as cité l'ESTRI, l'IFTLM, le STBB, l'ESCES et l'ESDES, bien évidemment. Mais dans les facultés, est-ce que c'est aussi le cas? Si je fais une fac de psycho ou de lettres modernes, est-ce que je vais pouvoir partir à l'international? En fait, le parcours Erasmus, enfin les échanges dans le cadre des partenariats Erasmus s'intègrent effectivement dans chacun des parcours de formation. Et donc, quand on est dans le cadre d'une licence de droit ou d'une licence de psychologie, rien ne nous empêche, on a un service relations internationales au sein de l'UCLI qui est extrêmement dynamique et qui accompagne chacune des écoles, des instituts, des facultés, justement dans l'accompagnement de ces projets pour nos étudiants. Donc oui, et complètement oui, on peut partir, quel que soit le parcours de formation. La preuve par l'exemple, Victorine, moi j'ai cru comprendre que tu es en train de préparer ton séjour l'année prochaine. Voilà. Pour ma part, donc, je fais un double diplôme et donc je suis inscrite à la fois à Maynooth University en Irlande, près de Dublin, et à la fois ici à l'UCLI, puisque ce sont 2 universités partenaires. Donc je pars en septembre prochain et je suis particulièrement accompagnée par l'UCLI et par la fac en Irlande pour ce départ, en parlant du logement notamment, pour ce qui est également des bourses universitaires, les bourses Erasmus. Même si je ne fais pas partie d'un Erasmus, j'aurai une bourse Erasmus ainsi qu'une bourse de la région, etc. On est vraiment accompagnés pour ce départ. D'accord, et c'est un semestre, une année? Une année, pour mon cas. D'accord. Victorine nous a parlé un peu de son double diplôme avec la faculté de droit, mais il y en a dans d'autres entités de l'UCLI, tu en as parlé aussi. Est-ce que c'est si commun que ça, les doubles diplômes à l'UCLI?
commun, si commun veut dire est-ce que c'est généralisé et qu'à l'UCLI il n'y a que des doubles diplômes, la réponse est non. Mais si le fait est qu'on insiste sur le déploiement des doubles diplômes à l'UCLI, la réponse est oui, c'est important en termes de capacité à offrir une diversité des compétences qui sont acquises et donc des parcours professionnels auxquels on peut prétendre. Donc des doubles diplômes, il y en a par exemple en philo management, il y en a en sciences du vivant, management, il y en a également, on l'a cité, en droit et management. Donc le management est souvent un dénominateur qui permet d'accompagner cette double diplomation de manière tout à fait avantageuse et donc grâce à l'ESDES, eh bien, on en fait pleinement la promotion. Marc, tu en as parlé tout à l'heure en disant que l'UCLI était un ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on a une mission de service public, mais le coût des formations n'est pas tout à fait comparable. Est-ce qu'on est en capacité d'offrir des bourses? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors effectivement, nous sommes un ESPIG, mais nous sommes privés. Et il faut dire que la scolarité de nos étudiants est principalement payée par leurs parents, par leur famille, par nos étudiants eux-mêmes parfois, et pas par le contribuable français. L'État français contribue dans une modeste part à notre budget, il y a une aide, mais cette aide reste modeste. Et nous sommes cependant très soucieux de notre ouverture sociale. Nous essayons de faire que la question financière ne soit pas un obstacle à l'inscription à l'UCLI. Et nous avons donc développé une politique de différenciation des coûts d'inscription en considération du quotient familial, autrement dit en considération du revenu du foyer fiscal des parents et du nombre d'enfants à charge. Et donc l'échelle est assez vaste, la différence de coût peut être assez considérable. Par ailleurs, nos étudiants ont, dans la plupart de nos formations, droit aux bourses du Crous, les bourses sur critères sociaux développées par l'État. Et nous développons nous-mêmes un dispositif de bourse qui nous est propre, de bourse au mérite. Et nous apprécions le mérite de nos étudiants en réunissant l'étude de leur situation matérielle, de la situation matérielle de leur famille et de leurs résultats académiques. Donc l'étudiant qui a de bons résultats académiques, très bons résultats académiques, et dont la situation matérielle nous laisse à penser qu'il mérite d'être aidé, peut voir une partie de ses frais de scolarité, voire la totalité de ses frais de scolarité, prise en charge par l'UCLI. Une université, ce n'est pas simplement un lieu d'études, c'est aussi un lieu de vie. J'en profite justement pour me parler directement avec Théophile de la vie associative. Toi, tu es président de la FEDECATO. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre rôle ici dans l'université? Tout à fait. Eh bien, à l'UCLI, nous avons cette chance d'avoir une vie associative qui est très très riche. Et la FEDE, justement, met en place plusieurs grands événements au cours de l'année. Nous avons la compétition inter-école, également le bal de l'UCLI à la rentrée. Et puis, chaque association a également sa propre ambiance, sa propre atmosphère. Nous avons une radio, la web radio Unisphère à l'UCLI, qui est dans les locaux de RCF. Nous avons le grand oral de l'UCLI, qui est le concours d'éloquence. Nous avons également un journal qui s'appelle l'Apostrophe, et puis une association plus engagée écologie et qui trouve des solutions pour un monde de demain. Voilà, vraiment un panel d'associations qui permet aux étudiants d'avoir un engagement associatif, de se découvrir et en même temps de développer de nouvelles compétences qui seront sûrement à valoriser au cours de leur poursuite d'études. Il y a quoi? Il y a une quarantaine d'associations au total, un peu plus? Et vous faites que des soirées ou... On aimerait bien, mais ce n'est pas que les soirées à l'UCLI. Le but est vraiment de rencontrer du monde et en même temps de se cultiver. Nous avons l'école de commerce l'ESDES qui compte une quarantaine de BDE. Et puis, dans les autres écoles, il y a un BDE pour chaque école et également des associations qui sont ouvertes à toutes les écoles, ce qui permet également un brassage entre les élèves pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes. On a un autre exemple juste ici avec Victorine, parce que toi aussi tu es président d'une association. Oui, c'est ça. Je suis la présidente de l'association House of Common Law Students. Donc, c'est l'association des étudiants du DU Common Law qui s'occupe également de l'accueil des étudiants internationaux en droit. Et donc, nous, on est plutôt axé sur le côté international. On fait des voyages humanitaires, notamment un voyage humanitaire au Népal. Puis, on fait également une sortie à l'ONU. On fait
un voyage à Londres et puis des cafés juridiques avec les étudiants internationaux, ce genre de choses, au-delà des soirées universitaires classiques. J'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, durant cette journée porte ouverte, vous pouvez discuter directement avec nos étudiants qui sont souvent derrière leur écran aussi pour répondre à toutes vos questions. La vie, quand on parle de vie associative, on parle d'engagement, ce sont des compétences que vous allez employer aussi dans la vie associative. Justement, Théophile, je reviens vers toi. À part les TD, les TP, est-ce que tu as eu d'autres occasions de mettre en pratique tes compétences? Par exemple, est-ce que tu as fait des stages? Oui, tout à fait. Nous avons la chance car nos écoles nous incitent vraiment à faire des stages. C'est une bonne expérience et une bonne opportunité pour nous, justement, de pouvoir mettre en pratique nos connaissances. Cette année, j'étais à l'ENS de Lyon et à l'INRA en même temps, en développement végétal. Et c'est une vraie expérience qui nous permet de mettre un pas dans le milieu professionnel et également de pouvoir se questionner sur notre orientation future. On va parler d'insertion professionnelle justement avec toi, Marie, parce que c'est aussi le but de nos formations, de préparer les jeunes à leur futur emploi. Est-ce que nos étudiants, d'une manière générale, il a donné l'exemple de l'ESTB, peuvent faire des stages à tout moment? Et comment est-ce qu'ils sont accompagnés pour ça? Alors, les étudiants peuvent faire des stages à tout moment et il y a en fonction des parcours de formation, l'accent est mis de manière plus ou moins importante justement sur ces stages. Donc, premier élément, tous les parcours de formation peuvent se joindre à des stages pour, comme l'a dit Théophile, être pleinement dans l'applicabilité de terrain. Et ensuite, des écoles dites professionnalisantes axent justement leur pédagogie sur des finalités professionnelles clairement rendues visibles et du coup, des stages et la promotion de l'alternance. Alternance qui peut se faire par le biais d'apprentissage ou bien de contrats de professionnalisation. Et je fais le lien avec ce que disait Marc-Olivier tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est que ces parcours alternants, contrats de professionnalisation et alternance, sont aussi une voie de diversité et d'adaptation sociale de l'Université catholique de Lyon, puisqu'en fait, quand les étudiants sont en alternance, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, eh bien, les frais de scolarité ne sont pas à leur charge. Et donc, c'est très important. Certains développent un projet également financier en couplant leur parcours universitaire avec une alternance de manière à niveler leur engagement financier également. Donc, ces stages sont absolument ancrés dans les parcours de formation. Mais il ne s'agit pas que de stages, il s'agit de stages et il s'agit également de contrats de professionnalisation et d'apprentissage. C'est très important. J'invite les internautes à regarder sur le site internet parce qu'il est très difficile de répondre au cas par cas. Encore une fois, il y a 130 formations, donc tout est très détaillé, école par école et formation par formation. On arrive à un point qui est essentiel dans notre université, c'est ce qu'on appelle la formation humaine, c'est-à-dire développer aussi, alors en bon français on va dire des soft skills, mais aussi des compétences transverses, des compétences douces qui sont importantes. On va faire une petite pause pour aller regarder une vidéo, la vidéo du responsable de la formation humaine de l'UCLI, qui vous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Alors, la formation humaine, c'est un service qui est proposé à tous les étudiants et qui vient s'ajouter à leur formation disciplinaire. Dans cette optique, finalement, de voir l'université, non pas uniquement comme un lieu d'apprentissage d'une discipline en particulier, mais aussi comme un lieu venant favoriser une certaine curiosité sur le monde, un lieu qui se veut à l'écoute du monde contemporain. Donc la formation humaine, c'est ce lieu transverse qui offre un support à la formation qui est à la fois d'ordre méthodologique, mais qui est aussi axé sur la connaissance de soi et cette ouverture sur les enjeux de notre temps. Donc la formation humaine, c'est une soixantaine de modules qui sont obligatoires pour certains cursus, non obligatoires, donc laissés au choix de l'étudiant dans d'autres cursus. Ça concerne une population de 1244 étudiants et c'est des modules d'une très grande diversité thématique.
Il y a des modules qui sont plus axés sur la méthodologie. Nous avons par exemple un comédien qui vient apprendre aux étudiants comment prendre la parole en public. Nous avons aussi des modules en anglais. On a des modules qui sont plus des modules d'ouverture aux autres et d'ouverture au monde. Par exemple, je pense à des modules sur l'interculturalité. Donc un éventail extrêmement large, à la fois de thématiques, mais aussi de disciplines. On a plusieurs formats de modules. On a des modules qui se déroulent alors sur les 2 semestres, premier semestre et deuxième semestre, le lundi soir et le mardi soir, de 17h30 à 19h30. Donc 10 séances de 2 heures par semaine, avec une validation si le module accorde des crédits ECTS. À côté de ça, nous avons aussi certains modules qui sont rapportés en journée, le jeudi après-midi, où là, on va avoir des modules qui vont durer 3 jours sur les vacances de Toussaint et sur les vacances d'hiver. Nos intervenants ne sont pas uniquement des universitaires. Il y a bien sûr des enseignants-chercheurs, des enseignants à l'université, donc qui sont ici comme en tant qu'initiateurs à une discipline particulière, la psychologie, etc. Mais nous avons aussi des gens issus du monde de l'entreprise. Nous avons une très très grande diversité de profils qui interviennent dans nos modules. Nous vous invitons à sortir d'une vision trop utilitariste du monde. Il est nécessaire d'être stratégique, mais il est aussi nécessaire de s'offrir un petit peu de gratuité, de pouvoir découvrir des choses au cours de ces études, de pouvoir découvrir d'autres manières de voir les choses, de voir le monde. Et donc le département de formation humaine vous offre cette opportunité. Je vous invite à aller consulter notre site internet, il y a beaucoup d'informations sur ce site internet, et à se rapprocher soit de votre formation, soit du département de formation humaine en début d'année s'il y a des modules qui vous intéressent. Donc la formation humaine, vous l'avez vu dans cette vidéo, ce sont des cours et des activités qui sont ouverts à tous les étudiants. Justement, j'en ai 2 ici, Victorine, Théophile. Quel cours de formation humaine avez-vous suivi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors personnellement, depuis que j'ai commencé les cours à l'ECLI, j'ai toujours eu des cours de formation humaine. Donc ça m'a fait 4 cours puisque j'ai fait 4 semestres jusqu'à maintenant. J'ai eu 3 cours de formation humaine en anglais, un cours de théâtre en anglais et ensuite 3 autres cours plutôt axés sur la géopolitique, dont 2 en anglais. Et voilà. Donc il y a même des cours dans une autre langue, quoi. C'est ça. D'accord. Théophile? Eh bien, lors de ma première année, j'ai eu la chance de participer à 2 cours de formation humaine, développement du leadership, intelligence émotionnelle et initiation à la psychologie. Et ce sont vraiment des compétences qui m'ont aidé à me découvrir et à mettre en avant lors de ma vie associative et professionnelle. Initiation à la psychologie, mais tu es étudiant en biotechnologie, toi, c'est pas tout à fait pareil? Non, mais c'est très important pour apprendre à mieux connaître les autres et à se connaître soi-même dans la vie de tous les jours. Justement, Marc, c'est toi qui t'en occupes assez directement de la formation humaine. Qu'est-ce que ça apporte aux étudiants pour résumer les propos de M. Denisot tout à l'heure? Je crois que c'est d'abord une des marques de fabrique de notre maison, c'est-à-dire que nous avons toujours tenu à proposer ces enseignements, qui sont des enseignements qui permettent à l'étudiant un décentrage, c'est-à-dire qu'on offre à l'étudiant la possibilité de découvrir des champs disciplinaires très éloignés du champ dans lequel ils font leurs études, principalement. Je crois qu'on ne peut pas être un bon juriste si on ne fait que du droit, véritablement. Je crois que ce serait desséchant que de se laisser enfermer dans un champ disciplinaire unique. Et donc, nous proposons à nos étudiants des enseignements dans lesquels ils rencontrent déjà d'autres étudiants venus d'autres champs disciplinaires et dans des domaines extraordinairement différents. Vous trouverez aussi sur notre site le catalogue du département de formation humaine, c'est magnifique. Enfin, on peut toucher un peu à tout. Je pense que par là même, on permet à nos étudiants de réfléchir aussi, de s'engager, puisqu'il y a une plateforme de l'engagement. On propose à nos étudiants différents lieux d'engagement au service de la cité, au service du bien commun. Et on aide nos étudiants à réfléchir à la place, le positionnement éthique parfois qui sera le leur dans la vie professionnelle. Je pense qu'on rend un service au monde par une vision que l'on cherche à ne pas être utilitariste, mais utile.
Il y avait un point que tu avais souligné tout à l'heure, Victorine, c'était aussi que le fait que dans la formation humaine, tu as des étudiants qui sont d'univers très différents. C'est aussi un enrichissement, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment enrichissant aussi d'avoir des points de vue. Par exemple, je vous disais que j'avais suivi des enseignements en géopolitique. Et donc, quelque part, la géopolitique se rapproche du droit, mais d'avoir des points de vue d'étudiants qui viennent de psychologie, de sciences, etc. Ils ont tous, on va dire, leurs connaissances à nous apporter aussi, puisque nous sommes dans des petits effectifs, encore une fois, et ça nous permet vraiment d'avoir un échange poussé entre étudiants avec le professeur. Marc, je reviens. Il y a aussi un lien entre formation humaine et culture. Le département de formation humaine travaille aussi main dans la main avec la mission culture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je pense que formation humaine et mission culture ont vocation à travailler ensemble. Ce sont deux beaux lieux de notre maison, deux beaux lieux transdisciplinaires qui concernent l'ensemble de nos étudiants. Et je crois que l'un et l'autre permettent de porter un regard différent sur le monde. Je crois que notre mission culture, faisant appel à d'autres formes d'intelligence que celles qui sont mobilisées généralement dans les études classiques telles qu'on les voit dans les formations généralement, enrichit nos étudiants. Et nous veillons à ce que notre mission culture n'ait pas simplement pour finalité de permettre d'offrir de beaux moments sur nos campus, et elle offre de beaux moments sur nos campus, mais que ces moments soient reliés à nos enseignements, soient reliés aux préoccupations de nos étudiants, permettent à nos étudiants de réfléchir, et c'est en cela qu'il y a une collaboration permanente entre la formation humaine et la mission culture. Nous proposons à nos étudiants aussi de poursuivre leur art. Un étudiant qui a fait du violon avant que de rejoindre la Cato n'est pas obligé de l'abandonner pendant ses études supérieures. Nous avons un jeune orchestre, nous avons des chœurs, nous avons une troupe de théâtre, une magnifique troupe de théâtre, et je pense que c'est effectivement c'est une chance. J'aurais aimé pouvoir bénéficier de telles propositions. On a vu là à l'écran, on voyait tout à l'heure l'exposition Léonard, mais là il y a l'exposition Raphaël en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont prévus pour les semaines à venir? Alors déjà, nous avons maintenu l'exposition Raphaël, ce qui n'était pas évident du fait des circonstances présentes. Et je crois que c'est un pari que nous avons fait. Évidemment, nous n'avons pas pu accueillir toutes les personnes que nous aurions aimé pouvoir accueillir, mais au moins nos étudiants ont-ils pu bénéficier de ces œuvres, et nous avons pu recevoir un certain nombre de personnes de façon limitée. Oui. C'est grand luxe, hein, du coup, c'était nos étudiants qui ont eu une exposition rien que pour eux. Oui, comme ils ont eu des micro-concerts, des concerts d'Hostel-Dieu, de la musique baroque, sur donc clavecin, voix, violoncelle, sur nos campus. On a voulu accueillir nos étudiants en musique à leur retour, lorsqu'il a été possible de revenir pour des enseignements en présence, enfin sur site, de façon plus massive que naguère. Les projets, il y en a beaucoup. Hein. Nous avons un festival annuel, donc nous serons bientôt à la 4e édition du festival Musically, dont la direction artistique a été confiée au Quatuor Debussy, un quatuor de réputation mondiale, et je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Nous accueillerons une pièce de théâtre, puisque nous avons une belle collaboration aussi avec le TNP, Théâtre National Populaire, donc en avril. Je pense que je sais que Dominique Vinet, notre chargé de mission culture, fourmille d'idées, je ne les ai pas en tête maintenant. Merci en tout cas Marc pour tout ça. Je vous invite à suivre effectivement, à regarder tout ça dans l'agenda de l'UCLI. Il y a souvent des manifestations qui sont annoncées. On arrive au bout de cette heure de direct. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez revoir ce replay sur notre site internet. Je remercie aussi tous les étudiants qui se mobilisent pour cette journée porte ouverte. Vous pouvez continuer d'échanger avec eux. Je vous invite à vous connecter aussi sur la plateforme de JPO en ligne de Lyon et d'Annecy afin de regarder nos différentes formations. En attendant un prochain direct, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite aussi une excellente journée. Merci à vous.